Alors bonjour à vous toutes et tous. Merci d'être là pour ce cours. Alors vous voyez, la date n'a pas changé, mais la date a changé. C'est la leçon 49 en fait. Et nous ne sommes pas le 9 janvier, mais bien le 16 janvier. Simplement, ce qui explique cela, c'est le fait d'avoir décidé la dernière fois de continuer la même partie pour pouvoir se donner l'occasion de rentrer un peu plus en détail dans l'analyse. Et je pense que de temps en temps, on peut faire ça. Ça dilue un petit peu la matière que je vous donne parce que c'est vrai que c'est quand même, il y a beaucoup de choses et donc d'une semaine à l'autre, tout intégrer peut demander du temps, d'autant plus qu'il y a quand même pas mal de vocabulaire, etc. Et que si vous arrivez de temps en temps comme ça à prendre du temps pour monter votre niveau de vocabulaire, c'est vraiment une bonne chose. Comme ça va faciliter aussi l'analyse. On va commencer par une prise de refuge, comme d'habitude, puis ensuite on rentre dans surtout l'analyse cette fois-ci. Sangye chö tang tsoge cho namla changchu parato dani kyapsu chi dagi jin sogi pe sunam ki rola pinchir sangye du parai sho. Voilà. Et on vient de parler dans le cours niveau avancé de Guy, qui est le verbe faire. Et là, coucou à Patrice qui nous rejoint, Géraldine aussi, donc, et Caro, voilà. À Guipé Sonamki, Guipa, Guipé Sonam. Voilà, juste pour dire que quand vous êtes en train de réciter une prière, petit à petit, le travail que vous faites, qui est un travail d'analyse, vous permet de comprendre ce que vous êtes en train de dire, et c'est une bonne chose. Ok, alors, comme je l'ai évoqué, aujourd'hui, pas de nouveau support, on en profite pour continuer à gratter tout ce passage. Un passage super important. Je pense que vous aurez eu l'occasion de voir aussi la traduction qui arrive à la toute fin, qui est la traduction littéraire de Philippe Cornu, où on voit le sens de ce passage. Un des éléments clés du passage, il y en a deux en fait. Il y en a deux. D'une part, c'est une façon de parler de la coproduction conditionnée, et donc ça c'est quand même pas la moindre des choses, c'est-à-dire de dire que les phénomènes se manifestent en fonction des causes et des conditions, et ça c'est fondamental dans la pensée bouddhiste. Et deuxième aspect qui est lié au premier, c'est qu'il n'y a pas d'agent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté particulière de quelqu'un de vouloir produire quelque chose. C'est totalement contre-intuitif, évidemment, vu qu'on est sans arrêt en train de penser que nous produisons des choses. Notre vocabulaire, d'ailleurs, on parle de niveau de production ou de la baisse de la production, etc. Donc on est complètement dans un modèle de pensée productiviste où on pense que nous produisons des choses. Dans un modèle bouddhiste, on n'est pas dans une idée de production, on est dans l'idée que l'on participe, alors volontairement ou involontairement, à un ensemble d'événements qui produisent des choses. Donc c'est une vision très différente. C'est ce qui fait que j'ai souvent entendu Lama Tenzang, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre finalement, dire que on ne fait pas pousser une plante en tirant dessus, mais on fait pousser une plante en prenant soin des causes et conditions. Et ça, c'est typique d'une manière de voir la vie qui est très différente. Il n'y a pas l'idée qu'une action produit un résultat comme une espèce de causalité simple, boum, boum, mais que l'on participe avec les actes que l'on pose à un ensemble de causes et conditions qui, elles, vont produire quelque chose. Mais il y a souvent une production indirecte et pas une production directe. Et ça change beaucoup de choses dans le rapport au phénomène, dans le rapport à la vie, dans le rapport à plein de choses. Donc voilà. Du coup, pourquoi je vous dis tout ça, qui a pas, on pourrait dire directement, qui est pas directement lié à l'aspect grammatical ou tibétain du texte, mais c'est l'arrière-plan. Et l'arrière-plan est extrêmement important à comprendre parce que justement, ensuite, les dagi prennent tout leur sens. Donc, qui déjà me fait une petite analyse de ça? C'est ce que nous avions vu la dernière fois, mais d'abord on va se rafraîchir la mémoire, histoire de voir à quoi ça correspond. Ok.
Alors, qui se lance? Ouais, je peux Eh ben, c'est essayer. super. Très bien, Philippe, on t'écoute avec plaisir. Donc, du coup, Nyugu, c'est la pousse. Très bien, Donc, T 7 pouces. très bien. 7 Yang, pouces. Yang aussi. 7 Donc, pouces aussi, 7 pouces absolument. aussi, du coup. Ouais. Dagui, c'est moi en tant qu'acteur. Mhm. Euh, ma, Majé n'a pas fait, en fait. Très bien, très bien. C'est parfait. C'est parfait, c'est la simplicité du sutra, c'est aussi l'efficacité de la grammaire. Hein. Je veux dire, il y a pas de mystère. On est dans quelque chose de très limpide, comme souvent dans les sutras, et on voit que la compréhension de la grammaire, bah, elle est vraiment une aide extraordinaire, parce que dès lors qu'on n'a plus trop de doutes sur le te, sur le yang, sur le ki, sur le ma, tous des éléments qui viennent compléter le sens, ben on sait exactement quel rôle vont jouer chaque élément de la phrase. Tout le monde est d'accord ou y a-t-il des questions, des doutes, des incompréhensions? Et c'est très bien aussi parce que comme ça on clarifie. Alors Patrice, pour toi c'est tout net. Caro aussi. Pour toi Cathy, tu hoches la tête pour dire c'est pas net ou pour dire c'est net? C'est net. Ok, super. Y a-t-il pour quelqu'un où la question se pose, où il se dit, tiens, non, c'est vraiment tout bon pour tout le monde? Coucou Géraldine, on te voit, c'est super. Voilà. Si c'est OK, donc je passe à la suite. Très bien. Donc, du coup, logiquement, ici, qui traduit ça? Bon, traduit, attention. Analyse, hein, on est bien d'accord. Traduire, c'est pour moi un mot. Attention, on fait gaffe à ce mot parce que on sait bien que la traduction, c'est le rendu final et c'est pas notre préoccupation immédiate. D'abord, nous, on a besoin de comprendre ce qui est en train d'être dit. Qui fait une Moi, je veux analyse de bien. ce passage? Mais super, Patrice, vas-y. Alors, Shin et pas Chin. Oh, Shen, c'est encore mieux. Shen, oui, pardon, Shen. C'est le Shen. Donc, Shen, c'est autre, Très bien. qui, ben, autre acteur, Mhm. matché, non fait. Donc, Très bien. non fait par un autre acteur. Impeccable. Et voilà, de nouveau, excusez-moi, de nouveau, vous voyez cette simplicité de la structure. Hein, on n'a pas de fioriture. C'est vraiment Shengi Mache. Shengi Mache. Quelqu'un d'autre, lui non plus, il ne l'a pas fait. Alors évidemment, en français, on ne peut pas se permettre d'être aussi radical dans l'expression. On va dire cela n'a pas non plus été produit par quelqu'un d'autre. Donc on fait une phrase à rallonge. Mais en tibétain, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on manie des idées. C'est très bizarre, mais une langue comme le tibétain, qui est une langue monosyllabique, elle permet d'aller droit au but. Non pas parce qu'on est rude dans la manière de dire les choses, mais parce qu'on manie, et c'est le caractère d'une langue monosyllabique, on manie presque des idéogrammes. Ce serait beaucoup trop dire. C'est faux de dire ça. Mais on manie des idées. Pourquoi? Parce que chaque fois, la syllabe, elle indique, ou le groupe de syllabes, indique quelque chose. Donc, on est dans des indications sémantiques et on va jouer avec ça. Donc, shenki, mache. Mais dans le tibétain parlé, on parle comme ça. Souvent. C'est-à-dire, on peut, et c'est ça qui va nous perdre. Parce que nous, on passe du français, puis on se dit, mais comment je vais pouvoir dire, cela n'a pas non plus été produit par un autre? Parce que cette phrase-là, quand on la prend comme ça de but en blanc, puis on se dit, comment je peux dire ça en tibétain? On a beaucoup de peine. Cela n'a pas non plus été produit par un autre. On dit, cela n'a pas. Quoi, voilà, bon, bref. Et on s'emberlificote là-dedans, on se prend les pieds dans le tapis, alors qu'en fait, ben, par un autre, pas fait. Avec ici, alors pour toi Patrice, mais largement pas que pour toi, avec simplement prenez l'habitude de vous dire, ok, oui, acteur, c'est complètement juste, mais c'est une particule, en l'occurrence ergative ou instrumentale. Hein. C'est juste pour que vous ayez vraiment l'habitude de clairement l'identifier, même si vous le savez.
Shengemache. Après, on a la suite. Donc là, bon, bah, c'est un peu la disposition du texte est un peu délicate, mais on va dire qu'ici on a donc ni. Hein, si je le rajoute, je vais le rajouter ici comme ça. Bougez pas. Tac, 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 tac. Et on va ici le rajouter. Kao, nya, gu, ni. Ok. Donc, justement, pour ce terme niqué, c'est ça, niqué. Ouais. Il y a un peu de problème pour le comprendre. Bon, dans le vocabulaire, on a une traduction des deux syllabes ensemble. Mais là, si on veut décomposer, je coince un peu. Ok. Alors, je vois Annie qui lève la main. Est-ce que c'est en rapport à ça? Donc, c'est en rapport avec la phrase précédente. Alors, vas-y. Et peut-être que ça me permettra d'enchaîner là-dessus. Vas-y, Annie. C'est juste pour dire qu'en français, on peut faire court aussi. Oui. C'est-à-dire qu'après la première phrase, on peut dire par un autre non plus. Très bien. Voilà. Alors complètement. Et ça, c'est l'astuce, ou plutôt l'habileté qu'on peut utiliser dans la traduction. C'est pour ça qu'une traduction, en termes de rendu, elle pourra être infiniment différente l'une de l'autre. Parce que si on est dans un effort de concision, et je serais plutôt partisan de cet effort-là, eh ben, par un autre non plus. Point. Et c'est très juste. Et maintenant, pour aller dans ce sens, si par un autre non plus, par les deux non plus. Et là, par les deux non plus. Alors, en fait, là, Patrice, tu m'étonnes, parce qu'en fait, on pourrait dire que c'est assez simple. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pour une raison, en fait. C'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'il suffit de voir un ça collé quelque part pour qu'on puisse l'identifier comme étant la marque de la présence d'une particule ergative instrumentale. Et souvent, le ça tout seul va jouer ce rôle. Donc, en fait, le mot, c'est nika, et niquer devient par les deux. Tu vois l'idée? Ça n'a pas l'air de te convenir. Non, mais alors ça, c'est la forme la plus réduite. Ah, ça, c'est clair. On est dans la forme la plus réduite qui soit. Comme on a vu pour le reste. Mais à part ça, il fait beau en Belgique, quand même. On a un petit soleil, mais pâle, ça va aller. Pâle, bon, on a eu pas mal de mauvais temps avant. Bon, ok, non, mais pas que le Nika te mette le moral dans les chaussettes, quand même. Ça va pas du tout. Ok, donc Niké, Mathieu, oui, on est vraiment dans une concision extrême. Et encore une fois, hein, je vous l'ai déjà dit, mais comme très souvent dans les sutras, si vous prenez le sutra du cœur, d'ailleurs, après avoir étudié ça, vous reprenez le sutra du cœur, c'est très simple. Quoi, très simple. Après, bien sûr, les sens philosophiques, ça, on peut en discuter, mais du point de vue grammatical, ça pose pas de question. Par contre, évidemment, du point de vue philosophique, là, on est déjà en train d'annoncer quelque chose qui est énorme, mine de rien. Parce qu'on est en train de dire qu'on l'a pas fait tout seul, et non seulement on l'a pas fait tout seul, mais on l'a en plus pas fait par un autre. Et non seulement pas fait par un autre, mais c'est ni l'un ni l'autre. Parce que les Nike Mache, ça veut dire c'est non pas plus par les deux. C'est-à-dire par la conjonction miraculeuse de l'un et de l'autre. C'est-à-dire de soi et d'un autre. Donc on est en train on pourrait dire, on évince toutes les possibilités. Pour finir par n'avoir plus aucune possibilité de pouvoir dire qu'il y a un agent quelconque quelque part caché, qu'on n'aurait pas vu. Donc on continue avec cette même logique. Mais c'est très simple, hein, encore une fois, grammaticalement, et c'est l'intérêt d'étudier un sutra. Qui fait cette phrase? Moi, je veux bien. Ben super, Dominique, vas-y. Wangchuki Mache. Ouais. Donc, le maître, enfin, je sais pas comment dire, le maître puissant, le suprême puissant, Wangchuk, c'est, on pourrait le voir comme puissant, Ishvara, hein, dans un contexte hindou, c'est vraiment le dieu créateur. Hein. Alors pas Tsangpa, parce que Tsangpa c'est Brahma, et Brahma qui est aussi un dieu créateur, c'est aussi un principe créatif.
ou créateur plutôt. Mais ici, Wangchuk, c'est plutôt Ishvara. Ishvara dans le sens de vraiment cette entité créatrice originelle, en quelque sorte. Mais le principe, c'est le même, hein. Wangchuk ki mache. Maintenant, Wangchuk, si tu fais une petite analyse. Ce que je disais, Wang, c'est puissant. Ouais. Et puis Chuk. Et Chuk, c'est suprême, non? Non, c'est Cho suprême. Chuk. Chuk, t'as été regardé dans le dictionnaire? Non, là tout de suite, non. Non. Ok, bon, t'avais une semaine, hein. Mais. Non, mais j'ai pas regardé. Non, c'est pour vous taquiner. Non, pas grave. Wang, puissance, force. Par le maître suprême, donc. Oui, bien sûr, par le maître suprême, parce que le maître suprême, c'est Ishvara. Mais Wangchuk, c'est simplement, si on gratte un peu, Chuk, c'est Chukpo, c'est riche aussi. C'est dans le sens de riche en puissance, on pourrait dire, d'une certaine manière. Bon, après, à vérifier, hein. Mais Wangchuk. Maintenant, je voulais vous dire quelque chose, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Si, Wang, ça vous fait penser à quoi d'autre? Initiation. Bravo. Et qui se dit, Annie? Ça se dit comment? Annie? Ah, Wang, oui, mais souvent Kawang. Très souvent Kawang. Très souvent Kawang. Hein? Mais Wang, bien sûr, si on dit Wang, Caro, elle fronce les sourcils terriblement. J'ai pas entendu en français la réponse de... La réponse d'Annie, c'est de dire Wang. Elle a raison. Wang pour initiation. Moi, je rajoutais Kawang pour initiation. Maintenant quand on entend Wang, ça fait partie d'une petite, est-ce qu'on peut dire trilogie? C'est possible, je sais pas, c'est peut-être trop dire, mais d'une triade plutôt, pas d'une trilogie, mais d'une triade. Quelle est la triade qui va avec Wang? Annie, elle sait, mais qui d'autre saurait? Ça, c'est pour vérifier votre connaissance du contexte bouddhiste dans lequel on évolue. J'ai une proposition, je ne sais pas si c'est bon ou pas. Vas-y, Caro. Le Jvi et le Lung. Bravo! Absolument. Wang, Lung et Ti. Ti qui sont les instructions. Ça, c'est la triade, hein, que vous retrouvez tout le temps. C'est-à-dire les Wang, les Lung qui sont les transmissions orales et les Ti qui sont les instructions. Normalement, dans un contexte qui est celui du Vajrayana, on ne peut pas aborder une pratique sans avoir reçu les trois. Dans les faits, c'est rarement le cas, mais disons qu'idéalement, c'est ce que l'on devrait appliquer. Wang, Lung et Chi. Voilà, c'est pour ça que je vous parle de la triade. C'est une manière, vous le verrez, je vous le ferai de plus en plus, ce genre de choses. C'est-à-dire que chaque fois, quand on voit un mot, on essaye de le relier à autre chose. On n'a pas peut-être encore ce réflexe. Mais après, c'est ce qui va commencer à créer une espèce de réseau de connaissances entre différentes choses qu'on aura vues dans un texte, un texte de récitation, de pratique, etc. En fait, on pourrait presque dire que la plupart des textes de récitation que la grande majorité des bouddhistes que nous sommes utilisons toute la journée est truffé d'informations extrêmement intéressantes qui passent un peu sous silence. Hein. C'est un peu l'enjeu d'ailleurs de ces cours. C'est de tout à coup pouvoir révéler la richesse de tout ce qu'on utilise, parce qu'elle est là-dedans hein, aussi. Très bien. Donc, Wangchuk Gimache. Alors, ensuite, la suite. Qui se charge? Je vois Cathy, t'as le micro ouvert, ça veut dire que tu veux le faire? Non? Oui? T'as un problème de micro? T'as un problème de micro. On entend, t'as un gros problème de micro là. Il y a Claire par contre. Claire à 12 degrés. Voilà, on va voir si les neurones fonctionnent bien à 12 degrés. Ah ouais, ça fonctionne à fond des ballons. Ah bah, super, vas-y Claire. Alors, tu, c'est le temps. Absolument. Qui part par oui. le temps. C'est comme matché, sauf que c'est Magyur. Donc c'est la négation, tout simplement. Ouais, c'est la négation. Et puis Gyur, c'est quoi? Et Gyur, je te remercie de me poser la question. Gyur, je sais plus.
Tu sais plus? Est-ce que quelqu'un peut aider Claire? Transformer. Transformer, absolument. Transformer. Transformer, bravo Patrice. Ouais, bon. Donc, comment tu le dirais? Le temps, le temps, on ne peut pas le transformer non plus. Très bien, le temps ne transforme pas. Très bien, voilà. Ce n'est pas non plus une affaire de temps. Donc là, ça commence à devenir, là, quand on aborde ça, normalement, on devrait commencer à s'inquiéter, parce que quand même. C'est cool. Quand même, là, je veux dire, là, ça commence à devenir un peu, disons que si on faisait une série Netflix, là, on est dans l'épisode où ça devient vraiment délicat, parce que là, on a envie de trouver le coupable quand même. Non, je sais pas, mais si même le temps ne perd pas de transformation, alors qu'on est tous en train de vieillir, donc à moi la peur, où est le problème? D'accord? Donc, il n'y en a pas. Ah ben voilà, mais c'est pour ça que finalement, les sutras, ils interrogent quand même quelque chose de... C'est radical, ils interrogent, mine de rien, la vision qu'on a du monde. Hein. C'est-à-dire qu'ils proposent une vision qui n'a rien à voir avec nos idées toutes construites et toutes faites sur l'état des choses. Pour nous, on est persuadé de ça. On est persuadé que le temps œuvre à la transformation des phénomènes. Oui, mais c'est notre esprit ordinaire qui... mais complètement d'accord. Mais c'est juste pour souligner le fait que là, on est en train de... On attaque l'os, hein, vraiment. Hein. Et c'est très intéressant. Tugimajur, grammaticalement, vous voyez ici Kayatakia Geguki, Kageguki Saki. Heureusement, je pense que ça pose pas de questions pour vous. C'est-à-dire que vous vous dites ergatif instrumental, ergatif instrumental. Ok. Mais si vous devez me parler de pourquoi c'est différent, quel est le... C'est la lettre précédente qui fait que c'est... Absolument. C'est pour ça qu'on parlera de cette particule comme d'une particule... Morphologiquement variable. Bravo. Elle est morphologiquement variable. C'est très important d'avoir ça à l'esprit parce que ça fait partie de la familiarisation que l'on a ou que l'on fait avec cette particule. Hein, pour moi, alors c'est un peu une astuce ou un astuce pédagogique, mais il y a vraiment l'idée de familiarisation. C'est-à-dire, on apprend à connaître les particules. Notre grand boulot, plutôt que de le voir comme une espèce de grammaire un peu sèche, notre grand boulot, c'est comme connaître, c'est vraiment être familier d'une particule, de toutes les capacités qu'elle a, de toutes les facettes qu'elle a, de tous les pouvoirs qu'elle a, de tout ce dont elle est capable. C'est comme connaître quelqu'un. Et donc, en fait, quand vous voyez ça, vous savez qu'elle est un peu caméléon, celle-là. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité de changer de forme. Et il y en a pas mal qui ont cette capacité-là. Une troisième forme sur la ligne au-dessus. Absolument. Une quatrième forme aussi. Non, une troisième forme. Tu as raison. Quatrième forme. Quatrième forme ici. Donc, une forme ici, une forme ici, une forme ici, une forme ici. Ça, c'est la même. Et une forme ici. Et c'est très intéressant parce que après, vous pouvez décider, et ça, vous faites comme vous voulez, vous pouvez décider d'apprendre le pourquoi. C'est-à-dire, namara la gi, kanga sa ki, dawa sa ki. Ok? Et ça, vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'après, ça peut être utile parfois. Bon, on n'écrit pas beaucoup, mais disons, ça peut être utile. Jean-Marc? Yes, Philippe. Et quand c'est ça tout seul, en fait, rajouté au... Ça tout seul, c'est aussi une forme complètement. Oui, mais après quoi, du coup? Alors, après une syllabe tame, c'est-à-dire une syllabe qui n'a pas de bord. Okay. Parce que toutes les autres, elles ont un suffixe, comme on le voit ici, comme on le voit ici, comme on le voit ici, comme on le voit ici. Elles ont toutes un suffixe. Mais une lettre qui n'a pas de suffixe, je vous donne un exemple très simple. Si par exemple on prend, alors, tac, 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 on prend ça, voilà, paf, paf. Ok, voilà, un peu... Voilà. Et puis on prend cette lettre-là. Attends, on va faire comme ça sera mieux. Voilà, hop, hop, hop. Hein. Là, on a un nga. Donc maintenant, nga, sa,
Nge. OK? Donc, maintenant, évidemment, on enlève le point. Et ça fait nga, sa, nge. Pourquoi? Parce que le nga, pour donc dire le mot je, eh bien, est une syllabe tame. Tame, ta, ça veut dire le bord. Donc, quand vous dites tame, ça veut dire il n'y a pas de bord. Donc, vous dites tame, c'est-à-dire hop, ben, il n'y a pas de bord, il n'y a pas de suffixe, il n'y a rien, il n'y a pas de bordure. Et donc, dans ce cas-là, vous utilisez la syllabe sa. Tout simplement, directement. Oui, Patrice. Jean-Marc. En fait, j'avais été revoir dans le support que tu avais joint, là, et qu'on voit ce que tu viens d'expliquer, je ne retrouve pas vraiment clairement dans le support. Oui, Parce peut-être qu'on pas. parle directement, l'ergatif instrumental, le troisième cas, ça a une variante combinatoire, et je ne vois pas où on parle du ça tout seul après une syllabe tamée, quoi. Oui, parce que dans le document auquel tu fais référence, il y a le AO. Il parle du AO et même du YA avec un guigou I. Tout à fait. Alors, le ya avec le guigou i, je crois qu'on l'a vu. Ah non, c'était dans la leçon précédente. Tout à fait. Le ya guigou i, ça y est, c'est une forme tout à fait possible. Après, le a, est-ce que c'est sous forme de a, ça est? Effectivement, la présentation peut varier un peu, mais ça change rien à ce que je viens de vous dire, en fait. Quoi dire de ça? Ben, pas grand-chose. C'est vrai qu'on peut rajouter la forme ya gegouyi sayi, qui peut tout à fait s'utiliser dans le cas. Ça, c'est une forme que vous allez souvent voir dans des textes en vers, où tout à coup vous avez besoin de rajouter pour obtenir le nombre de pieds voulu. Vous avez besoin de rajouter une telle syllabe, alors que normalement, celle qui précède, je vais vous redonner un exemple. Si, imaginons, vous avez besoin, pour des raisons de composition de votre texte, vous avez besoin de dire nga. Bon, imaginez, vous avez nga. Ouais, normalement, la forme, c'est celle que vous avez au-dessus, mais vous pouvez complètement utiliser ça comme ça. Et puis, vous avez dans ce cas-là ngai, et vous avez le nombre de pieds qu'il vous faut. Tout simplement. Bon, c'est juste une astuce, ouais, quoi, je sais pas comment vous le dire autrement, une astuce littéraire. C'est pour ça que cette forme ya, gegouyi, saï, vous allez la retrouver très rarement, quoi, même quasi jamais dans la langue parlée. Dans la langue parlée, vous allez plutôt utiliser une forme comme ça. Nga, sa, nge. Et vous allez dire nge. Mais vous le retrouverez aussi en tibétain littéraire, hein, ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que l'emploi du ça directement collé derrière une lettre, c'est tout à fait possible. Mais cette forme-là existe aussi, c'est vrai. Oui, Cathy? Pas de quoi. Cathy, oui, tu voulais dire quelque chose? Ma pauvre, t'as ton micro qui fonctionne. Non, c'était pas. Ok. D'accord. Ouais. Du coup, le agigoui, tout seul, il veut rien dire, là. Le agigoui tout seul, tu veux dire dans cette formule-là, ouais. Dans la formule, le agigoui tout seul, c'est parce qu'en fait, mais ça c'est très tibétain, c'est parce que la règle même, c'est de dire a tang tame. Ça veut dire qu'une syllabe qui se termine par a, le achung, le petit a, et une syllabe qui ne se termine par rien du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suffixe, dans les deux cas, on va utiliser la terminaison en sa. C'est à cause de ça. Parce que si vous avez, par exemple, bon, faut pas non plus qu'on se perde trop là-dedans, parce que franchement, c'est un peu du détail, mais si on a typique Mao Ka, hein, pour Namka, le ciel, l'espace, dans ce cas-là, ici, c'est une syllabe qui se termine par A ou Tame. D'accord? Donc là, c'est une syllabe qui se termine par A. Eh bien, dans ce cas-là, vous écrirez comme ça. C'est-à-dire, vous zappez le A et vous le transformez avec la particule directement.
devient Namke, en fait. Namke. Vous direz pas Namka ki. Mais encore une fois, c'est pas non plus des règles absolues. Souvent, dans la composition, on va suivre des règles plus contraignantes que dans la manière de dire les choses dans le tibétain parlé. Parce que finalement, dans le tibétain parlé, vous pouvez aussi dire Namka ki. Vous pouvez dire Nga ki, par exemple. Mais maintenant, ça dépend de votre style, de la manière dont vous parlez. Si vous voulez être un peu plus littéraire dans la manière dont vous parlez, vous direz Nge. Hein, vous direz ça comme ça. Mais ça, j'ai jamais entendu dans la langue parlée. Bon, ça veut pas dire que ça se dit pas non plus. Hein. J'ai pas tout entendu non plus. Bon, bref. De toute façon, voilà, on en est là. On en est à Tuki Majur. Ok? Ça ne se transforme pas par le temps. Donc, on continue. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je vois que Jacqueline, tu voulais parler. Tu peux ouvrir ton micro. Hein. Vous pouvez tous ouvrir le micro. Vous êtes très silencieux, là. Allez-y. Alors, je sais pas. Vas-y, Patrice. Ah ben alors, vas-y. Bien sûr, Géraldine. Là, ça veut dire l'origine ou la nature des choses ne surgit pas. Bravo. Rangshin, c'est la nature. C'est la nature dans le sens, la nature des choses, la nature des phénomènes. Si vous voulez dire Korwe Rangshin, c'est la nature du cycle des existences. C'est vraiment nature dans le sens, c'est naturel. C'est comme ça. Hein, c'est le vraiment, c'est le comme ça. Le lait est très intéressant pour vous. C'est une particule que vous allez petit à petit apprendre à connaître. Vous allez la retrouver très souvent. Le lait, c'est ce qu'on appelle, alors vous retrouverez aussi ça dans le tableau des particules que je vous ai donné à gauche, à droite, mais lait, c'est ce qu'on appelle... Ablatif, ça, non? Très bien, ablatif, et en tibétain, c'est chungkung ki da. Et chungkung ki da, le son, chungkung, jungkung, la source. C'est le son qui indique la source. C'est donc une particule qui va avoir plusieurs fonctions. Deux grandes fonctions fondamentales, comparatives et origine. Comparative si vous voulez, mais ce qui est proche de l'origine, c'est-à-dire que si vous dites c'est plus grand que cela, cette tasse est plus grande que celle-ci, ça veut dire que vous comparez à partir d'un point de référence. Donc il y a toujours l'idée de à partir de, tout le temps. Simplement vous allez dire par exemple du thé tibétain, cha di penere. Ce thé, cha dit démonstratif, cha dit penere. D'accord? Si vous écrivez la phrase, ça va donner comme ça. Alors, hop, ça sera cha dit penere. Zut. Ah, attendez voir. Hop. Voilà. Non, bon, ok, je vais pas m'embêter avec ça. Penere, et puis tout simplement, voilà, je vais le mettre ici. Penere, le verbe. Voilà, tout simplement. Charadi penere. Admettons. Mais dans ce cas-là, ben, vous allez tout simplement utiliser ne. Alors vous me direz, tiens, oui, mais on a parlé du lait. Oui, eh ben les deux sont possibles. C'est-à-dire, ne et lait, c'est les deux qui font la paire. Donc vous allez apprendre les deux. Vous allez forcément voir les deux. Là, vous voyez la forme avec lait, et puis il y a la forme avec ne. C'est la même chose. Mais si vous voulez dire, je viens de Paris, Paris lait, Yongye. Par exemple, je viens de Paris. Ou Paris Léon, je suis venu de Paris. Ou Paris Néon. Après, il y a l'usage. L'usage veut que s'il s'agit d'un lieu physique, remarque, c'est compliqué parce que, bref, la comparaison, ce sera en général plutôt le nez, et puis la localisation la comparaison plutôt le lait et la provenance, l'origine de quelque chose, plutôt le nez. Mais c'est pas des règles, ça c'est pas une règle réellement fixe.
c'est variable. Par contre, pour vous, la marque de l'origine, ça c'est très bien. Ou la comparaison, ça c'est très bien. Vous voyez ça comme ça. Et Cathy joue avec son chat. Elle a bien raison. Non mais ça c'est les joies de Zoom. C'est les joies de Zoom. Il y a toujours un petit bout de vie qui arrive à travers une vignette. C'est une bonne chose. Donc, Ranchinle, Ma Chung nous disait Géraldine, elle a raison. Chung qui veut dire surgir. Ça c'est un verbe extrêmement important. Alors, pour l'instant on n'a pas étudié les verbes. On est d'accord. Mais les verbes, déjà vous pouvez le savoir. Ensuite, peut-être un jour on se fait une leçon vraiment sur les verbes. Mais mon approche, vous avez compris, c'est plutôt une approche chaque fois dans le biotope. Donc, je préfère petit à petit donner l'info plutôt que de faire une leçon pure technique sur les verbes, mais vous dire que ici, Chung indique quelque chose qui surgit d'une manière involontaire. Alors ça, vous allez vraiment devoir vous y faire, c'est-à-dire qu'en tibétain, oui, non volitif. C'est qu'en tibétain, alors parfois dans le vocabulaire, je vous indique ce genre de choses, non volitif, volitif. C'est une manière, j'insiste pas dessus, mais c'est une manière de petit à petit vous ouvrir à la perspective, qu'en tibétain de manière très claire. Alors on pourrait parler de transitivité et d'intransitivité, mais pour plein de raisons, Nicolas Tournade, dans le Clair Miroir, il va parler de volitif et non volitif. Et ça a le mérite d'être très clair. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions volontaires et il y a des actions non volontaires. Donc, chung, c'est un verbe qui indique une action non volontaire. Et pourquoi c'est très important dans notre exemple? Parce que une pousse n'a pas volontairement voulu surgir. Ok? Donc, on a besoin de cette catégorie grammaticale. On en a besoin dans la... Pardon, Patrice, dis-moi. C'est pour marquer l'intention, on résume ça comme ça. Oui, c'est pour marquer l'intention, mais tu verras que c'est un peu plus complexe que ça. Mais bien sûr, c'est ça. Quand on a un non volitif, il ne peut pas y avoir d'intention derrière. J'ai cassé la tasse. Si j'apprends violemment et clac, il y a une intention de la casser. Bien sûr. Et si je n'ai pas eu l'intention de la casser? Je l'ai poussée malencontreusement, elle est tombée, elle s'est cassée. Et voilà. J'ai cassé la tasse quand même. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'en tibétain, on va devoir régler ce problème-là, qui est un problème grammatical. Donc, on va devoir inventer ensuite une autre copule de catégorie, c'est-à-dire causatif-résultatif. Bref, comme je vous dis, on ne va pas rentrer trop dans le détail de ça, mais simplement, on va devoir indiquer que parfois, on est un agent involontaire. Mais on est quand même un agent. Donc, dans le cas de j'ai cassé la tasse malencontreusement, ça a quand même été produit par quelqu'un. Et ça, c'est l'idée d'agent non volontaire, qui est très intéressant. Donc, mais grammaticalement, on va devoir le marquer. C'est-à-dire qu'on va devoir le marquer avec une particule. Et en combinant une particule ergative avec un verbe non volitif. Oui, Claire, tu voulais dire. Et surgir volontairement, du coup, ça détonne quoi? Ça, c'est une impossibilité grammaticale. En tibétain, en tout cas. On ne peut pas surgir volontairement. C'est impossible. Si moi je surgis, et c'est mon intention de surgir. Eh bien, dans ce cas-là, tu ne surgis pas, tu bondis. Alors, le verbe surgir en tibétain sera toujours... Exactement. C'est pour ça qu'en tibétain, je vous l'ai souvent dit, mais en fait, c'est très bien, on est en train de se rendre compte. En tibétain, on est ras du sol. C'est-à-dire que le frigo qui marche, ça, c'est valable que pour les Français. C'est impossible pour un tibétain. Pourquoi? Parce que... surgir, si tu veux, le chung... Surgir, c'est quelque part, c'est apparaître du néant, et ça, c'est pas possible. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu carré là-dessus. C'est-à-dire que les verbes, et parfois, ils sont vraiment polysémiques. Hein. On peut avoir un grand, vaste emploi du verbe. Ça, c'est possible. Mais, dès lors qu'il y a une catégorie grammaticale accolée à un verbe comme chung, c'est-à-dire surgir, verbe non volitif, jamais tu pourras utiliser j'ai surgi en utilisant chung. C'est pas possible. Donc
Donc, si Claire veut nous inventer un nouveau mot, surgir en volutif, elle doit d'abord nous en faire la démonstration. Ça, c'est sûr, faudrait qu'elle surgisse encore. Tu peux apparaître dans la vignette, c'est aussi une possibilité. Mais ça, c'est assez intéressant. Alors après, Chung, vous allez retrouver dans des mots tibétains que vous avez tous entendus, Rangjung. Rangjung, c'est quelque chose qui surgit par lui-même. On peut penser au troisième karmapa, bon, forcément j'ai cette référence, mais ça pourrait être une autre, à Rangjung Dorje, le troisième karmapa, Rangjung Dorje. Mais le Rangjung, c'est quelque chose c'est un prénom en tibétain, Rangjung. D'accord? Mais Rangjung, ça veut dire autoproduit. Rang comme Rangshin. Yes, vous voyez là. Donc, petit à petit, c'est ces liens que vous allez pouvoir faire. Rang, ça veut dire soi-même. Shin, ça veut dire nature. Rang, Shin. Si vous dites Rangjung, ça veut dire de lui-même surgit. Ok? Donc, Rangjung. Spontané. On va traduire ça par spontané. J'ai une question, moi, mais bon, qui va peut-être décevoir, mais je reviens à lait. Yes. On n'aurait pas pu avoir là tout seul? Ben non. Et c'est très intéressant comme question. Elle me déçoit pas du tout. Pourquoi? Non, ça me déçoit absolument pas. Bah, c'est-à-dire, c'est intéressant de se dire, tiens, admettons. Et là, bah, je te laisse développer ton hypothèse. Ce serait là, ça nous dirait quoi? Une direction. Absolument. Et le là marquerait quoi? C'est un latone. Oui, et ça marque quoi? Un latone? Un lieu d'incidence. Un lieu d'incidence. Yes! Lieu d'incidence. Direction. Très bien. Lieu d'incidence, direction. Donc, de toute façon, on est dans ce cas de figure. Donc, ça voudrait dire que Rangshin est le lieu et non pas l'état. D'accord? Ça serait un lieu de surgissement. Donc, la différence entre vers et de. Exactement. Parce que ici, de, ça veut dire de par lui-même, de par sa nature, il ne surgit pas. D'accord. En rajoutant le ça, on inverse le sens. Exactement. On inverse le sens complètement. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que dans le lait, ces particules, il y a quelque chose du ça dedans. C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ergatif, il y a quelque chose de l'instrumental, il y a quelque chose d'agentif, on pourrait dire. C'est-à-dire, alors, pas pur, mais on est quand même en train de dire que il y a quelque chose produit de quelque chose. Oui, donc en fait, le ça, ici, il transforme le sens du là. Oui, mais attention. Pour la direction. Oui, mais va pas trop dans cette direction, trop loin, dans le sens où lait est tellement admis comme une particule elle-même qu'elle est prise comme telle. C'est-à-dire, on la voit pas comme un latone transformé. On le voit pas comme ça. Ça, c'est pas l'explication retenue. C'est bon pour nous parce que ça nous permet effectivement de jouer avec les catégories grammaticales, ça c'est bien. Mais disons, après, dans un livre, par exemple, comme Le Clair Miroir, là, ça l'est, parce que de toute façon, c'est une traduction d'une grammaire tibétaine, c'est pris vraiment comme une particule en elle-même. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Donc, on est d'accord, on continue, mais vous voyez qu'à la fois, ça nous permet de comprendre différentes cas de figure, différentes particules, donc c'est tout l'intérêt. Et ici, qu'est-ce que l'on pourrait dire de ça? C'est la même chose avec des négations mélangées. Ça. Ouais. Alors, mais je vais essayer de donner la parole à quelqu'un d'autre, Patrice, parce que je vois quand même, il y a Carole qui est par exemple, Caro plutôt, qui est en train de s'endormir sur le canapé. C'est pas grave, c'est très bien. Il y a Géraldine qui a pas dit grand-chose. Il y a Fabien qui nous a rien dit du tout. Voilà, il y a Véro qui reste très sagement derrière ses lunettes. Donc voilà. Alors, qui participe? Géraldine, t'as ouvert le micro, hein? Non. Ah si. Je l'ai pas fermé surtout. Ah bah tu l'as pas fermé, mais vu que tu l'as ouvert, tu pourrais peut-être nous dire quelque chose de ça. Par exemple. Alors, Yume Pale Kyong Ma Kiete. Eh ben déjà, tu lis très bien, donc on va pas se priver de ça. Bravo. Alors je confonds toujours ce terme avec... Donc c'est les causes. Bravo. Cause. Je confonds avec circonstances, mais ça y est, je sais que c'est... Donc les causes...
me pale. Alors ça, c'est très intéressant. Giu me pale, voilà. Vous êtes tous en train de mouliner dans votre tête, on est bien d'accord. On ne laisse pas Géraldine toute seule. Vous réfléchissez à Giu me pale. Mais c'est Géraldine qui va nous dire. Mais comment on dit ça? On s'en sort comment? Giu me pale. Attends, Patrice. Le manque de cause. Alors, ok, on va faire comme ça. Dans ce genre de cas, quand ça patine, et c'est très intéressant parce que ça nous force à nous dire, tiens, quelle est la méthode? Donc, gyumepa. Gyumepa, ça veut dire quoi? L'absence de cause. Impeccable. Donc, gyumepa, on retient, on sait que ça veut dire absence de cause. Donc maintenant, on fait une plus grande boîte. Donc, gyumepa, lait. Juste ça. Donc, comment on va le traduire? Gyumepa, lait, ça donnera quoi? Si lait veut dire... Avec l'absence de cause. Même pas avec l'absence. Provenance. Non. Oublions pas que ça indique la provenance. Gyumepa, lait, c'est-à-dire provenant d'une absence de cause. D'accord? Ça, c'est l'enchaînement de nos... C'est les poupées gigognes. On est d'accord? C'est les poupées russes. Donc, vous voyez le premier élément, gyumepa, absence de cause. Là-dessus, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Gyumepa. Donc, gyumepa. Ensuite, gyumepa, lait. Hein? Donc, gyumepa, lait, ça veut dire de l'absence de cause. Hein, de dans le sens de source, de absence de cause, comme tu dirais, de Paris, il n'y a pas de fromage. Bon, je veux dire, c'est débile ce que je viens de dire, mais je veux dire, de cet endroit, il n'y a pas. Quoi. Bon, voilà, il n'y a pas. Donc, gyumepa, lait, de absence de cause. Gyumepa, lait, kyang. Kyang, ça veut dire quoi? Ça, c'est très important. Aussi, bien que, même si, ça veut dire tout ça. Donc, même de l'absence de cause, même de l'absence de cause, maquet. Ça ne naît pas? Yes! Bravo! Alors, après, le problème du rendu, on est bien d'accord, le problème du rendu, c'est un autre problème. Mais donc, si on veut se le rendre en français pour que ça signifie quelque chose pour nous, on pourrait dire, même d'une absence de cause, ça ne peut pas naître. D'accord? Donc, mais le ce serait ça ne peut pas naître? Oui, mais... C'est simplement que quand je dis le rendu, c'est-à-dire c'est pour rendre les choses pour nous compréhensibles. Parce que le tibétain est tellement, on va dire, télégraphique, là, dans le style, qu'il va falloir un peu mettre du gras là autour, hein, parce que sinon, ça va être un peu sec quand même. Donc, mettre du gras pour nous en français, ça veut dire, même d'une absence de cause complète, il y a toujours rien qui naît. Bon, là, j'en ai mis beaucoup, on va dire. J'ai beaucoup enrobé mon truc. Mais c'est ça l'idée. Mais si on n'enrobe pas du tout, d'absence de cause, même d'absence de cause, il n'y a pas de naissance. Ou maquet, cela ne naît pas. Ou ça n'est pas. Ça ne naît pas. Ça ne se génère pas. Voilà. C'est-à-dire que même de ça, donc ça va être compliqué notre histoire. Parce qu'avec des causes, ça produit pas. Et puis sans cause, ça produit pas. Hein? Donc, on est en train de... là, on enlève toutes les possibilités de trouver un agent possible ou imaginable. Et le T... Normalement, cause ici, on le considère au singulier ou au pluriel? Au pluriel, automatiquement. Parce que là, on est vraiment... On parle de cause d'un point de vue générique. C'est-à-dire vraiment... on parle de la notion, on ne parle pas d'une cause. Si on voulait dire une cause, on dirait gyuchikle ou gyumepachik. On préciserait. En tibétain, si vraiment on veut préciser qu'on parle d'un singulier quelque part, on va dire chik, on va dire un. Ouais, en général. Donc, vas-y, Cathy, je t'écoute. Est-ce qu'on peut dire que dans ce passage, il y a comme une énumération de ce qui n'est pas possible? Sûr. Comme un raisonnement logique. Absolument. On est en train de faire un raisonnement logique en partant de Daki
C'est l'élément, on pourrait dire, le niveau le plus simple, c'est-à-dire moi qui ai fait quelque chose, on est d'accord. Moi, c'est pouce, hein, on parle d'une pouce, la pouce qui elle-même, ne s'est pas faite, hein, d'accord. Et puis après, on va de ce plus grossier, entre guillemets, jusqu'au plus subtil. Parce que là, ça commence à devenir subtil, là. Là, on discute, là. Évidemment. Parce qu'on est en train de dire, même de l'absence de cause, bon, ok, on sent que ça commence à devenir, ça s'épaissit un peu conceptuellement. Mais parce qu'on est en train de chercher. Et là, on a T, et T, c'est une particule extrêmement intéressante. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette particule? Est-ce que quelqu'un a une idée? Dominique, s'il te plaît, viens à la rescousse, parce que toi, tu navigues dans plusieurs niveaux depuis longtemps, donc tu devrais savoir. Connecteur. Bravo, c'est un connecteur. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Ou alors quelqu'un va venir en dire un peu plus. Mais vas-y, d'abord. Connecteur plutôt de phrase, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va venir après. Yes. Est-ce que ça fait référence à quelque chose en français qui pourrait nous aider pédagogiquement? Il va y avoir une suite explicative. Il va y avoir une suite, oui. Cathy, t'as dit quoi? Moi, je dis et puis. 2 points, et puis Dominique, tu as dit et puis. Ouais, je crois c'est parfait. Entre Philippe, Cathy et Dominique, on a tout bon. C'est-à-dire que T, c'est une particule extrêmement importante. C'est un connecteur et c'est, pour faire simple, sa fonction fondamentale, c'est qu'elle indique une suite. Donc, on a une proposition et là, la suite, on est d'accord que... Voilà. On est toujours dans des... C'est quand même une particule finale. Ah, c'est une particule non pas du tout finale. Pas du tout finale. Non. On n'a pas vu ce genre de syllabe qui servait de particule finale, non? Là, j'ai raté quelque chose. Non, c'est le narrow qui fait la particule finale. Non, le narrow peut... Non, mais attendez. Non. Là, une particule finale... d'abord, on le verrait, et puis on le verrait pourquoi? Parce que ce serait un redoublement de la lettre d'avant. Donc, ce serait par exemple Kieso, ça serait du genre. Voilà, donc non, c'est pas une particule finale du tout. Et puis, il n'y a aucune raison qu'elle soit finale, parce que on est juste en train d'énoncer une première série d'arguments. Donc là, on a dit, c'est pas ça, 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 c'est pas ça. Et donc, c'est quoi? D'accord? On est... C'est pas ça non plus. Eh ben voilà. Donc c'est pour ça que après, vous allez voir. Donc là, on voit le connecteur. Le connecteur, c'est très important. Vous avez d'ailleurs, vous le voyez graphiquement, vous avez une masse de choses qui a été dite. Ensuite, vous avez votre connecteur qui crée une articulation très importante avec une suite. Donc on pourrait dire proposition principale, proposition subordonnée, comme vous voulez. Mais pour faire simple, une suite. Et la suite, elle s'exprime en disant un kyang. Et un kyang, ça veut dire mais cependant, et puis tac, 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 tac. Et vous allez dérouler votre argumentatif. D'accord? Votre argumentaire. Mais cependant, et là vous repartez dans une autre séquence. Vous comprenez? Et ça, c'est le rôle du connecteur. Donc, quand je vous dis de vous familiariser au rôle des particules, c'est un boulot extrêmement important. Parce que c'est justement ça qui va, vous allez très vite comprendre. Plus vous comprenez bien le personnage à qui vous avez affaire, plus vous comprenez bien la structure du texte. C'est-à-dire que quand vous voyez ça, à la rigueur, vous lisez tout ça, vous comprenez pas grand-chose à ça, mais vous tombez là-dessus, vous vous dites « Ah ». Donc là, déjà, ça vous donne immédiatement, on va dire, une image de la structure. La structure, c'est ça. Et puis après, vous lisez, et là, vous arrivez à ça, et vous vous dites, ça, c'est la fin de la partie. Donc, d'une certaine manière, vous savez déjà, alors, ça manque de précision, on est d'accord, mais vous savez que là, vous avez un gros bloc, et là, vous avez un gros bloc, et qu'il y a une articulation entre les deux blocs, c'est ça. Et donc, ça, c'est simplement, on va dire, là, on n'est pas encore dans la science exacte, mais on est dans, plus que du feeling, on est dans l'interprétation du signe. C'est-à-dire que vous avez la particule qui vous dit quelque chose parce que vous avez appris à la connaître. Et ça, c'est le but de notre travail, là.
c'est de finir par avoir une telle familiarité avec les particules que même si vous n'êtes pas bon dans le vocabulaire, vous avez déjà des indices. Maintenant, c'est pour ça que souvent je vous dis, si ensuite vous montez le niveau de vocabulaire, plus vous montez le niveau de familiarisation avec les particules, après, vous lisez le sutra dans le texte. Hein. Ce qui est quand même top. Oui, Caro. Je suis désolée, j'ai pas compris. Enfin, vu que on a le cependant derrière, Ouais. pourquoi est-ce qu'on a t'es avant? Exactement comme en français, tu dirais. Il n'y a pas de cause. Imagine, tu veux faire manger. Il n'y a pas de pommes, il n'y a pas de bananes, il n'y a pas d'abricots, mais ça m'empêche pas de faire une tarte. C'est exactement le cas de figure. Mais alors du coup, je comprends pas quel rôle il joue, parce que là tu dis il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Ça c'est avec les mais, matché, magio, Le mais que tu dis mais je vais faire je sais pas quoi, ça c'est unkyang. Donc te il fait quoi? Te il articule les deux parties. C'est-à-dire, il est en train de nous dire donc que là, il y a une partie, et c'est cette partie qui va être, après le unkyang, qui va être contrebalancée avec la suite. Il a ce rôle-là. C'est-à-dire, on a besoin du te, on peut pas juste... Parce que je crois comprendre que ce que tu veux dire, c'est qu'on pourrait se satisfaire du mais. Bah oui, voilà. Cependant, alors, ça absolument, fait déjà une liaison et une opposition entre les deux parties. Tout à fait. Oui, en français, ça marche très bien. Mais en tibétain, on a besoin quand même d'opérer clairement une marque de continuité, parce que c'est pas seulement une suite, c'est une continuité. Donc c'est pour ça que si après on rentre dans les spécificités de la particule, on verra que elle indique aussi une continuité entre les deux. Non pas une rupture pure. Un mais pourrait être une rupture pure. C'est pas un chien, mais c'est une table. Tu peux te permettre une rupture absolue de nature. Par exemple, avec le mais, admettons. Là, c'est pas ce qu'on veut dire. On est plus dans, ouais, mais quand même. D'accord? C'est pas un chien, mais c'est pas une table. C'est pas un chien, mais c'est peut-être un lapin. Disons, il y a quelque chose qui est proche. On est dans le même univers. Et le thé a cette particularité-là. On n'est pas juste dans l'opposition radicale totale de deux propositions qui n'ont strictement aucune chose à voir avec l'autre. Il y a un principe de continuité. Peut-être pour dire que les deux parties, en fait, elles s'imbriquent l'une de l'autre. Absolument, absolument. D'où l'idée de la continuité. Si vous reprenez le descriptif que je vous ai donné des différentes particules, vous retrouverez ça. Patrice, tu as levé la main. Oui, mais c'est justement l'idée de trouver. Je reliste dans la liste de vocabulaire, leçon 48, je trouve pas le T. Je vous ai pas mis le T? Non. Ah, j'aurais dû. Eh ben, je suis désolé. Je peux que vous dire ça, je peux rien dire d'autre. Je suis désolé. Non, mais c'est super intéressant, c'est important. Non, mais t'as complètement raison. C'est vrai. Il est dans le vocabulaire. Il est quoi? C'est comme s'il y est dans le vocabulaire, le thé. Où ça? Il est dans la page de vocabulaire. C'est pas le même. Comment ça, c'est pas le même? C'est pas ce thé-là, c'est un autre. Non, il y a un thé, c'est 7, mais c'est pas c'est pas... Bon, en fait, de toute façon, on le retrouvera. Hein. Je vous ferai une explication du tas d'embouté à un autre moment. Il n'y a pas de souci pour ça. Bon, désolé, oui, il y a des fois des trucs qui m'échappent. C'est tout à fait possible. C'est pas grave. Non, bien sûr. Non, mais t'as complètement raison. C'est tout à fait légitime. Il n'y a pas de problème. Non. En l'occurrence, ça aurait dû apparaître dans le vocabulaire parce que c'est une particule super importante. Et d'ailleurs, après, une fois qu'on a bien mis au clair pour les particules ergatives, zénitives, je veux dire les particules plus évidentes peut-être, comme celle-là, après, des particules comme ça, elles vont vraiment prendre tout leur sens.
quand je parle de familiarisation, c'est qu'après, par exemple, le thé a 4 fonctions. Donc, ces 4 fonctions, petit à petit, on va les apprendre. Mais bon, c'est pour ça que faire simplement une liste de chaque... Bon, le clair miroir, vous l'avez le clair miroir ou pas? Je vous l'ai transmis ou pas? Oui. Et à certains pas, on dirait. D'accord, ok, donc je vais le remettre dans le groupe et comme ça vous l'aurez tous. Hein? Vous verrez, bon, faut digérer un peu. Hein? C'est très indigeste. Hein. Oui. Complètement. C'est pour ça que je vous en ai fait une espèce de résumé de temps en temps et puis que j'essaye de diluer. Mais cela dit, une fois que vous commencez à vous passionner pour ça, vous allez trouver génial. Vraiment. Bon, on n'a pas été au bout, mais on a quand même été jusque-là. Vous voyez, 1 heure pour ça. Mais c'est le temps dont on a besoin. Donc voilà. Par contre, la prochaine fois, je vous fournis un nouveau support, évidemment, en vous laissant le soin de travailler cette partie. OK? Et puis, vous arrivez avec des questions, idéalement, pour la prochaine fois. Et puis, comme ça, on aura un peu vu tout ça. Et Caro, qui est très effrayée. Qu'est-ce qu'elle est effrayée? Il y a quelque chose qui t'effraie. Non, j'ai une question. Mais vas-y! C'est le même thé qu'on voit juste à l'avant-dernière ligne, c'est ça? Ici? Ouais. Absolument. Ok, cool. Merci, j'ai lu ça. Absolument. Mais alors après, et c'est ça où effectivement on va finir par, on va dire, approfondir notre connaissance, c'est qu'une même particule peut avoir une fonction différente. En général, c'est assez proche, mais reste qu'il faudra savoir si la fonction ici du T et ici du T est strictement la même ou pas. Elle peut varier un petit peu. On verra ça. OK? Vous reprenez le support des particules, etc. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que que les particules peuvent nous guider lors d'une méditation analytique? Ouais, méditation analytique. Oui, à donner corps à une méditation analytique. Ouais, c'est pas faux. Par exemple, si on prend vraiment les 4 pensées qui tournent l'esprit vers le dharma dans le texte des pratiques préliminaires, quand tu as une bonne compréhension du tibétain, tu peux t'en servir pour vraiment, moi je m'en sers comme ça, pour vraiment bien comprendre le sens, pour reprendre le sens de ce qui est dit et avoir ça t'aide à la construction logique. Parce que le tibétain, c'est ça l'avantage, c'est une langue très logique, donc il y a toujours une espèce de lien de conséquence d'une partie à l'autre, etc. Et donc c'est un ensemble très cohérent du point de vue de la pensée. Et quand tu manies assez bien les particules, ça te permet de vraiment pouvoir suivre l'enchaînement logique et par exemple d'une pensée comme d'une méditation analytique. Ça, c'est possible. D'une certaine façon, c'est pas faux ce que tu dis, c'est une méditation analytique. Oui, c'est ce que c'est ce que je pensais. Complètement. Je pense que c'est un passage qu'on peut complètement. méditer et qu'on peut décortiquer. Ah, mais alors, vraiment, vraiment. Et on pourrait même dire que ça, c'est le but. C'est-à-dire que quand même, c'est vraiment le but. C'est pas juste de lire un truc, mais c'est vraiment chaque fois de prendre l'argument et de se dire, attends, ça tient pas. Ouais, ça tient. Boum. Et puis boum, et puis boum. Et le Sutra du cœur, si vous lisez le Sutra du cœur, c'est la même chose. C'est vraiment une méditation analytique de partie en partie. Oui. Vous rentrez dans une méditation, dans une réflexion, dans une contemplation, et ça a produit son effet. Ok les amis, on arrête là, parce que sinon je déborde tout le temps et ça va pas si bien que ça. Donc je vais essayer de rester dans les clous. On finit avec une dédicace. Sonam diye tamche zingpani tomne nyepe danam pamjene kegana che balak tupai sipe tsolen dolwaraisho. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre présence, bonne étude et puis les replays arrivent je pense demain j'espère. Voilà, à tout bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Belle semaine à vous. Merci. Merci.